Bonjour, bienvenue sur Diagonale TV, spéciale leçon pour débutants. Eh bien, nous allons, pour découvrir le monde merveilleux du jeu d'échecs, eh bien, accueillir Nino Maizoradze. Bonjour Nino. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Alors Nino, on va rappeler quand même que tu es maître féminin, maître international féminin d'échecs. Donc tu nous viens de Géorgie. Et tu viens d'être naturalisée française, donc tu vas faire partie peut-être de l'équipe de France. Oui, petite précision, je ne suis pas encore naturalisée, mais je serai dans, voilà, dans quelques mois. 2 mois, je crois. Oui. Donc voilà, j'ai fait partie des fédérations françaises déjà, je viens de changer la fédération. Donc voilà, peut-être me voir dans une équipe française. Voilà, peut-être. Alors, en attendant, tu vas nous accompagner sur Diagonale TV, spéciale leçon pour débutants, mais on va découvrir le jeu d'échecs. Alors, on va parler d'abord de l'historique du jeu, en fait. Donc, c'est un vieux jeu. Hein. Oui. Tu t'y connais un peu sur l'histoire ou pas? Oui, bien sûr. Il faut dire, il y a beaucoup de légendes sur le jeu d'échecs. Très attirant. Et surtout, il faut quand même, on a nous rappeler que ce jeu vient de l'Inde, même s'il y a plusieurs hypothèses où ça peut venir également de Perse. Oui. Mais moi, quand j'étais petite, j'ai appris comme ça, que ça a été inventé dans l'Inde. Il y a un roi qui a commandé, je ne sais pas si tu connais cette... Donc, peut-être tu peux raconter, Stéphane. Oh, mais il y a un roi qui s'ennuyait, en fait. Il voulait qu'on oui, le divertisse. Alors, il y a la fameuse légende de Sissa, le sage, et qui aurait appris le roi, enfin donc le jeu d'échecs à son roi, et qui, pour le remercier, lui a dit demande-moi ce que tu veux. Il lui a dit je voudrais simplement quelque chose de très simple, un grain de riz sur la première case, puis 2 sur la deuxième, jusqu'à la 64e. Le roi dit si c'est que ça. Ce qui est drôle, oui, le roi qui n'a pas compris qu'est-ce que c'était au juste, il a dit c'est trop facile. Et, oui. Et puis en fait, au final, le nombre de grains de riz, si on les ajoute, ça fait plus que le nombre de grains de riz actuellement produits dans le monde. Donc ça fait quand même beaucoup. Qui peut vraiment couvrir la terre. Voilà. Alors, on peut dire aussi que le jeu d'échecs est un jeu très, très puissant, puisqu'il y a plus de parties d'échecs possibles que d'atomes dans l'univers visible, ce qui ferait beaucoup. Beaucoup. Alors, on va rappeler l'histoire. Donc, 5e siècle en Inde. Ensuite, sans doute, passé dans le monde arabe via la Perse. D'où l'expression d'ailleurs échec et mat, puisque ça vient de shamat, qui veut dire le roi est mort. En géorgien, c'est toujours shamat d'ailleurs. Ah oui, en géorgien aussi. Voilà. Donc, le roi est mort. Donc, le but du jeu d'échecs, c'est de mettre le roi à mort. Puis ensuite, c'est passé en Europe via l'Espagne, lors de la conquête arabe de l'Espagne. Et puis à partir de l'Espagne, après en Europe, puis dans le monde entier. Ça a aussi percé à l'Orient via la Chine et le Japon. Il y a les échecs japonais qui ont un peu divergé. Mais aujourd'hui, le jeu mondialement connu, c'est celui qui est passé par l'Europe. Le jeu d'échecs. Oui, ça a transformé aussi. Il faut dire, dans le temps... au début, je crois, il y avait même 4 joueurs au début qui jouaient aux échecs, et il y avait les pièces de tous les côtés. Au départ, ça s'appelait le Chaturanga, effectivement, le jeu des 4 armées. Donc, ils étaient 4. Et puis, donc, c'est un jeu dont les règles ont évolué au fil du temps. Même encore récemment, il y a des règles qui ont changé par rapport notamment au contrôle de temps qu'on donne aux joueurs, ce genre de choses. Donc, c'est un jeu dont les règles ont été perfectionnées au cours des siècles. Donc, vous imaginez la perfection que peuvent avoir atteinte ces règles. Alors, à noter aussi dans le parcours du jeu d'échecs, comme ça, donc de l'Inde au 5e siècle, via le monde arabe, puis l'Espagne, etc., que les plus grands joueurs du monde, dont on a des traités très anciens, il y a des traités du 12e siècle, des traits peut-être même avant, très anciens, avec des problèmes d'échecs, les meilleurs joueurs du monde ont suivi en général les nations qui dominaient le monde culturel ou scientifique ou économique. Donc les Arabes en premier, ensuite les Espagnols lors de la conquête de l'Amérique du Sud et l'or qui est arrivé en Europe. Ensuite, il y a eu l'Italie à la Renaissance, la France lors de la Révolution française avec Philidor, le fameux café de la Régence. Puis ensuite, les Anglais avec Staunton. Et ensuite, les Américains aussi avec Morphy, au moment de l'indépendance des Amériques, enfin des États-Unis. Il y a eu ensuite les Autrichiens et les Allemands avec Stenitz, Tarrasch au début fin du 19e, début du 20e, avant les fameuses guerres mondiales, etc. Et ensuite, il y a eu évidemment les Russes et les Américains lors de la guerre froide qui ont culminé avec le match Fischer-Spassky. Et aujourd'hui, en 2008, eh bien, c'est un Indien qui est champion du monde, donc c'est revenu aux origines, c'est Vichy Anand qui est indien, et les Chinois aussi qui percent beaucoup, notamment chez les filles, puisqu'il y a déjà eu plusieurs championnes du monde féminines chez les filles, mais aussi chez les hommes. Je crois que la Chine a fini 3e à l'avant-dernière Olympiade, d'échecs, qui est la compétition internationale, donc qui démontre que le jeu d'échecs est en train de rebasculer
en Orient notamment, avec la percée de la Chine et de l'Inde au niveau économique mondial. Alors, ça c'est pour l'histoire du jeu d'échecs. Maintenant, on va revenir au jeu lui-même qui nous intéresse aujourd'hui. Déjà, j'ai quand même envie de préciser, donc c'est le jeu qui rassemble beaucoup à bataille, il faut dire le combat. Bien sûr. C'est pour ça, toujours, il y avait même les grands généraux, etc., les personnes même militaires ou stratégiquement impliquées dans les politiques, comme Napoléon d'ailleurs aussi, qui aimait beaucoup les échecs. C'est vrai, on a quelques parties de Napoléon oui, aussi. Oui, il y a même histoire qui nous regarde quelques parties de Napoléon. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, justement, je ne sais pas pourquoi, il y a une légende qui circule en Géorgie sur Napoléon, mais qui n'est pas forcément connu pour les Français, que quand il était emprisonné, il y avait ses amis qui lui ont envoyé une position d'échec où il s'est caché une plan stratégique pour échapper. Ah, ouais, ça, je ne sais pas, c'est un peu peut-être les contes pour les Français. Légende, mais ça. En Géorgie, c'est vraiment connu, en Russie aussi, cette histoire. Après, je ne sais pas. Non, mais par contre, Napoléon... Et il n'a pas vu, ils ont dit, il n'a pas vu. Non, il n'a pas vu. Mais à Sainte-Hélène, notamment, Napoléon cite, d'ailleurs, dans le mémorial de Sainte-Hélène, qu'il a dicté aux personnes qui l'accompagnaient lors de cet exil, son dernier exil, il expliquait clairement qu'il faisait des parties d'échecs. Oui. C'était vraiment un féru de jeu d'échecs. Donc jeu de stratégie par excellence. Alors maintenant, on va parler du jeu lui-même. Alors, on va parler de l'échiquier. Il y a 64 cases déjà à commencer. Il y a donc 8 cases. Juste, je vais demander à la régie de nous mettre l'échiquier sur l'écran. Donc voilà, ici on a un échiquier vide. Donc, comme tu disais, Nino, il y a effectivement 64 cases. Alors, comment on peut les compter, ces cases? Parce que ça fait beaucoup. 8. Alors, c'est 8 sur 8. Donc, ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cases. Et vers le haut, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, 8 x 8, 64 cases. Hein, vous pouvez les compter à la main. De ne pas tromper avec le damier qui peut avoir plus de cases. Aux échecs, c'est toujours 64 cases. Ça n'existe pas une échiquier plus large ou plus petite. Voilà. L'échiquier, c'est... Voilà, exactement. L'échiquier, c'est 8 x 8, alors que le damier, c'est 10 x 10. Oui, le damier, ça peut jouer sur 8 x 8 aussi, ou normalement plus classique, sur 10, alors que les échiquiers, voilà, c'est ça. Voilà, alors... pour parler de cet échiquier, alors comment... maintenant, on a noté on a noté cet échiquier. Alors, je crois qu'il y a, Nino, une façon de repérer les cases. Hein. Je crois que c'est important. Ah, oui, bien sûr. Vous voyez sur échiquier, donc, il y a l'ordre alphabétique avec A, B, C, D, E, F, G, H, et aussi numéroté à gauche. Donc ça, ici, en vert, ce sont A, B, C, D, E, F, G, H. Ce sont ce qu'on appelle les... je crois qu'on peut le dire, hein, les colonnes, hein. Voilà, donc ça, ça, par exemple, celle que je marque en vert à gauche, ici, celle-ci, on appelle ça la colonne A. Oui, et là, c'est le rangée en bas. Et ça, c'est la rangée numéro 1. Mais c'est pas jusqu'en bas, donc disons que horizontalement, on les appelle rangées, alors que verticalement, on les appelle les colonnes. Voilà, donc ici, colonne A, ici, colonne B, colonne C jusqu'à H. Par exemple, colonne A pour désigner de quoi on parle. Voilà, et là, c'est les rangées, donc on les appelle effectivement, on les numérote par des chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Là, vous voyez que c'est un peu comme n'importe quel plan ou carte de la ville où il y a même région souvent définie par, juste par exemple, E4, peut-être on peut montrer Stéphane. Donc par exemple, la case E4, effectivement, donc A, B, C, D, E ici, 1, 2, alors 1, 2, 3, 4. Voilà, 7 cases ici, c'est la case E4, E4. De gauche et de... Voilà. Donc je peux la montrer en jaune ici, voilà, c'est la case E4. Ça, on va revenir sur la notation plus tard, de toute façon. Donc, à noter également, il ne faut pas se tromper, ce qui arrive souvent aux débutants, de ne pas mettre l'échiquier pas correctement. Parce que, remarquez, si vous tournez l'échiquier... ça peut donner n'importe quoi. Il faut toujours que la case claire soit à droite en bas. Voilà. Donc ici, pour deviner que vous avez l'échiquier correctement placé. Voilà. Donc ça, c'est important. Par convention, on met toujours la case blanche à droite. Voilà. Parce que si on inverse, c'est toujours correct, il y aura toujours 64 cases et tout, mais la convention, c'est qu'on met la case blanche à droite. Oui, voilà, parce qu'après, on vous a expliqué plus tard les règles de Roque, tout ça, mais après, ça ne marche plus si on inverse. Donc, si votre échiquier est numéroté, retenir que alphabet, ça doit être en bas, pour que ça soit lisible déjà. Mais si votre échiquier n'est pas numéroté, il n'y a pas de notation là-dessus, dans ces cas, vous retenez le case droite en bas, ça doit être blanc. Voilà. D'ailleurs, à ne pas confondre avec le damier aussi, où c'est l'inverse. C'est la case noire qui est à droite, donc le damier, ça n'a rien à voir. Hein. Donc, confondez pas le damier 10 x 10, case noire à droite, avec l'échiquier,
qui lui, c'est le jeu d'échecs, c'est pas le même jeu, c'est 8 x 8, et donc case blanche à droite. Et donc on a parlé effectivement des colonnes, vers le haut, comme ça, A, B, C, D, E, F, G, H, et les rangées 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc maintenant, on vous rappelle qu'à part les colonnes et rangées, il existe les diagonales aux échecs. Alors, les diagonales. Alors, on repère les diagonales. Alors par exemple, ici, ceci est une diagonale. Oui. Alors comment on distingue cette chose-là? C'est les diagonales. Donc, voilà, donc on repère ici, vous voyez bien la diagonale. La différence ici. Par contre, par rapport colonne rangée, colonne, on appelle les 8 cases, donc jusqu'à bout, alors que les diagonales, il peut exister, les diagonales, les longues diagonales, grandes diagonales, comme on appelle à 8 cases, ou ça peut être aussi diagonale à juste 2 cases. Par exemple, peut-être on peut montrer diagonale à 2 cases, qu'est-ce que ça peut donner? Alors une diagonale à 2 cases, par exemple, c'est alors donc celle-ci, par exemple, ici. Oui. On va la montrer en jaune ici. Voilà, ça c'est une petite diagonale. Voilà. Vous voyez, elle fait juste. Ça fait aussi diagonale. Vous voyez, c'est petite diagonale, c'est la diagonale A7, B8. Hein, vous pouvez vérifier sur votre échiquier A7, B8. À pas confondre avec cette diagonale-là qu'on appelle H1, A8. Et surtout, on appelle la grande diagonale. La grande diagonale, parce qu'effectivement, ça c'est il y a deux grandes diagonales. Il y a celle-là, évidemment, sur case blanche ici, et celle-ci sur case noire. À part ça, donc à savoir que il y a l'œil dame et l'œil roi. On explique comme ça, Stéphane. Alors, donc, peut-être on peut enlever un petit peu ces cases. On va enlever peut-être un peu les cases, effectivement. Donc, il faut juste avoir le temps de le faire, parce que il y a beaucoup de choses qui sont marquées. Pour vous faciliter donc la vision. Donc, vous avez bien retenu les diagonales, les rangées, les colonnes. Donc, on va repérer ici, ça va être l'aile dame, tout ce côté-là. Peut-être on peut mettre... voilà, on va séparer, on va simplement mettre toutes les cases. Grande coloration. Donc en fait, toute la moitié gauche de l'échiquier, on appellera ça l'aile dame. Vous voyez qui est séparée ici. Vous allez voir pourquoi, parce qu'on va vous apprendre les placements des pièces. Et là, c'est l'aile roi. D'ailleurs, on voit bien qu'il y a les rois qui sont placés. Pourquoi on a mis les rois? Parce qu'aux échecs, il ne peut pas y avoir de position sans roi, ça n'existe pas. Donc il faut au moins les deux rois pour que la position soit légale. Donc voilà, en jaune, c'est l'œil roi, et donc en vert, par conséquence, l'œil dame. Voilà, donc je crois que là, on a fait le tour du tableau, hein, du plateau. Passons maintenant, peut-être. Je crois qu'on a tout vu, les colonnes, les rangées, les diagonales. On a vu les petites diagonales, les grandes diagonales. Maintenant, on vient de séparer effectivement l'aile roi, l'aile dame. On a bien expliqué que l'échiquier avait une case blanche à droite. On a bien tout résumé. Et maintenant, on va vous montrer l'échiquier tel qu'il est au début de la partie. Donc, la position de départ. Vous voyez, tout de suite, ça s'est rempli. Donc, voilà toutes les pièces telles qu'elles sont rangées au début de la partie qui font l'objet de cette leçon spéciale. À savoir, chaque adversaire, il a 16 pièces. Alors, oui, 16 pièces. Donc, on voit ici, il y a 8 pions. On voit, hein. Oui. 8 pions. Les pièces se rangent donc sur première et deuxième rangée et sur septième et huitième. C'est toujours ça, il n'y a pas d'autres possibilités. Au début, c'est ça. Alors, les pions sont toujours sur la deuxième rangée pour les blancs, sur la septième rangée pour les noirs. Hein. Donc, là, on va vous expliquer déjà dénomination. Donc, il y a le roi. Alors, le roi, attends, on va montrer. Une pièce plus importante quand vous déjà définissez par rapport au nom. Voilà, ça, c'est le roi. Ici, on voit le roi blanc et le roi noir. Chacun a un seul roi, bien sûr, parce que ça n'existait pas avoir 2 ou 3 rois. Oui. Ensuite, il y a les dames. Donc, chacun a sa dame. Et pour mieux comprendre, à imaginer, c'est le roi et donc la reine. Mais juste aux échecs, on leur donne la dame qui est pratiquement associée avec la reine. Donc, on ne marque pas la reine quand on annote parce qu'on ne va pas se tromper avec... Après, vous allez voir, on marque par rapport aux initiales. Le roi, ce sera R, alors que si on appelle la dame reine, ça va donner 2 R. Bien sûr. Donc, ce sera le roi et la dame. Mais c'est ça, en fait, sa femme. Donc, voilà. Donc, on a vu le roi, la dame. Alors, elles sont toujours placées au même endroit. Hein, donc, ici, donc, juste à côté, côté, oui. Juste à côté. Donc, après, il y a les fous. Et chacun a 2 fous. 2 fous pour les blancs, 2 fous pour les noirs. Donc les fous sont à côté du couple royal. Oui, c'est un peu comme les conseillères de... Bon, on peut s'en rappeler, ou le fou du roi, hein, tout simplement, l'amuseur public, enfin celui qui a amusé le monarque. Donc voilà, il est toujours à côté du roi. Hein. Oui, après, par rapport aux différents pays, ça définit autrement. Il y a certains qui préfèrent appeler les éléphants ou je ne sais pas quoi. Oui, alors on peut le dire, c'est effectivement, suivant les pays, ils ne s'appellent pas pareil. Autant le roi et la dame sont toujours cités de la même façon. La même chose. Alors en arabe, effectivement, je crois que c'est l'éléphant.
Et En Inde, parfois, bon, on a différentes représentations d'échiquier. Il se trouve que votre échiquier que vous avez chez vous, il se trouve que vous aurez pièces un petit peu différentes. Mais à comprendre, de toute façon, à partir du moment où vous savez comment les déplacer et les nombres, vous appelez plus ou moins comme vous voulez, mais nous, on vous donne les noms officiels. Voilà. Après, ça se varie un petit peu. Mais alors, je crois qu'en anglais, c'est l'évêque. Hein. C'est pas le fou, c'est l'évêque. Bishop, oui. En anglais, c'est l'évêque. Donc, ça dépend des pays, après, évidemment. En tout cas, on considère un petit peu comme les conseillers du roi et d'un bon. Voilà. Donc, les familles royales. Alors, ensuite, il nous reste ces pièces-là. Donc, les cavaliers. Donc, ça, c'est les cavaliers. Et pratiquement toujours représentés par la tête de cheval. Voilà, donc après les fous, donc les cavaliers, donc là c'est facile à repérer. Les cavaliers, donc c'est un peu comme le chef d'armée ou etc. qui protège le roi. Donc. Les chevaliers, bon alors évidemment, c'est représenté par un cheval. Donc ça s'appelle cavalier. Et on dit plutôt, alors on peut dire cheval aussi. Oui, les amateurs ont l'habitude de dire cheval. Le cheval ou le cavalier, on dit l'un ou l'autre indifféremment, mais plutôt cavalier dans la notation, la notation classique. Dans les livres, etc. Ce sera cavalier. Voilà. Et enfin. Les tours. Les tours. Donc là, les tours, on voit bien les tours du château fort. Donc ils sont aux extrémités, ici, complètes. Oui. Voilà les tours. Et donc il y a après les pions qu'on compare avec les soldats, qui sont placés, bien sûr, devant, aux premières rangées. Donc les pions, comme les fantassins, qui sont placés devant l'armée, prêts à attaquer au moindre signe... guerrier, donc prêts à se lancer dans la bataille et qui sont les plus nombreux. Hein, donc, et qui se sacrifient le plus facilement, comme dans la vraie vie, dans les échiquiers. Qu'on sacrifie plus allègrement que les pièces. Hein. Donc, pour retenir plus facilement, on récapitule tout simplement que donc il y a le roi avec entre guillemets sa femme qui s'appelle la dame, entouré avec les conseillères et après par le chef d'armée, les cavaliers, et bien sûr, vers la fin, on trouve les forteresses, entre guillemets, les tours qui protègent et devant les soldats. Voilà. Alors, on va juste rappeler, donc effectivement, le couple royal donc, est au centre, hein, comme vous le voyez, roi et dame bien au centre. Alors, juste pour distinguer comment placer les pièces, regardez, hein, c'est totalement symétrique. Hein, et en fait, la dame, elle, est sur sa couleur. Oui, voilà, la dame noire est sur la case noire et la dame blanche sur la case blanche. Oui. Donc, à noter, donc c'est ça, et après le roi sur la case juste à côté. Ne trompez pas de déplacer. Pas se tromper, voilà. Alors, par exemple, si vous vous trompez sur l'échiquier, si vous mettez la case noire à droite, et que vous dites que la dame est sur sa couleur, vous allez inverser la position du roi et de la dame. C'est pour ça qu'il faut garder toujours la case à droite, par convention évidemment, pour ne pas se tromper. Donc, on vous rappelle également que c'est toujours les blancs qui commencent, qui est aussi erreur habituelle des débutants, qui parfois ils commencent avec les noirs. Oui. Non, c'est la règle, c'est les blancs qui commencent aux échecs. Toujours les blancs qui commencent. On ne peut pas tirer au sort qui va commencer. Voilà. Alors maintenant qu'on a vu, évidemment, dans cette leçon, on ne regardera pas le déplacement des pièces qui feront l'objet de leçons ultérieures. Mais par contre, on va parler de l'éthique, je crois. Hein. Oui, donc, un petit peu pour rappeler. L'éthique aux échecs. Donc, bien sûr, si vous jouez entre les amis, vous vous comportez plus ou moins comme vous voulez. Mais si vous avez envie de un peu respecter les éthiques reconnues, disons, internationalement, c'est déjà serrer la main de vos adversaires avant de commencer la partie. Et après aussi. Ça se fait toujours. Et à la fin aussi. Donc, au début, on serre la main. C'est pas important qui va tendre la main première. C'est par rapport à qui arrive première peut-être. Par contre, à la fin, c'est le perdant qui doit donc tendre la main. Oui, donc, toujours. Si vous ne le faites pas, c'est très impoli. Et ce sera mal vu. Oui. Donc, un petit peu ça. Donc, on prévient également qu'aux échecs, il ne faut pas parler quand vous jouez. Ça, c'est bien sûr, on n'applique pas si vous jouez entre les amis, mais dans le tournoi, par exemple, on n'a pas le droit de parler. Alors, sauf pour dire échec. Oui, ça aussi, bon, on ne fait pas trop au sens où, bon, quand on est bon niveau, sinon ça se fait. Oui, vous pouvez déclarer échec. Ça, vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire après. Il y a aussi à savoir au tournoi, si vous touchez une pièce, il faut le jouer. Vous n'avez pas le droit de toucher une pièce et après jouer une autre pièce. Une fois pièce touchée, on les déplace. Et aussi, il y a plusieurs règles comme ça, donc par rapport que ça va se distinguer si vous jouez chez vous, entre amis ou au niveau un petit peu de tournoi. Donc, si vous touchez également, par exemple, les pièces d'adversaire, normalement, si vous pouvez la prendre, après vous n'avez plus le droit de ne pas prendre. Oui, voilà. Donc, si on touche une pièce, alors si c'est une pièce à nous, il faut la jouer. Oui. Et si on touche une pièce adverse, il faut la prendre. C'est prenable, il faut la prendre. Alors, s'il faut la prendre, si la règle nous impose de jouer notre coup, il faut jouer notre coup. Si il y a une pièce qui n'est pas bien centrée sur une case et vous avez envie de le corriger, il faut déclarer votre attention en avance. Vous avez bien sûr le droit de toucher les pièces, mais dans ce cas, vous dites non, c'est pas pour jouer, mais c'est juste, j'ai
Donc il faut dire jadoub. Oui. Voilà. Jadoub. Alors ça c'est un mot de vieux français. Oui, et qui s'emploie au niveau international. Hein. Oui. Voilà, donc c'est là où on voit que le jeu est passé. On dit en général jadoub. Voilà, c'est là qu'on voit que le jeu est passé par la France. Ça veut dire que vous, dans ce moment-là, vous touchez pièce et vous n'êtes pas obligé de jouer cette pièce. Et à savoir aussi, une fois vous déplacez une pièce, si vous avez lâché la main, le coup est déjà fait. Voilà, donc quand on lâche une pièce, le coup est joué. Donc vous ça c'est très important. Vous ne pouvez plus reprendre ses coups en général. Voilà. Par contre, si vous pouvez encore lâcher la main, vous avez le droit de reprendre ses coups, mais vous serez obligé de jouer cette pièce-là. Voilà, c'est-à-dire que si vous n'avez pas encore lâché la pièce, vous pouvez toujours la remettre à sa position initiale. Vous devez la jouer puisque vous l'avez touchée, mais vous pouvez changer le coup tant que vous ne l'avez pas lâché. Tant que vous n'avez pas lâché effectivement votre pièce sur une case donnée. Alors je vais peut-être raconter une anecdote quand même là-dessus. Je ne sais pas si tu la connais, mais Kasparov lui-même avait lâché une pièce. Je crois qu'il avait lâché une pièce face à Judith Polgar. Hein. Oui, j'ai lu ça aussi. Bon, après, je ne peux pas dire. Alors, c'était dans les années 80. Et ça a fait toute une histoire parce que Judith Polgar avait dit mais si, il a lâché la pièce. Kasparov, mais non, je ne l'ai pas lâché. Oui. Et finalement, l'arbitre a donné raison à Kasparov. Kasparov a pu reprendre son coup et jouer la même pièce, évidemment, puisqu'il l'avait touché sur une autre case. Sauf qu'à la vidéo. Quand même, parce que c'était filmé, on voit qu'il avait effectivement lâché la pièce. Donc il avait triché, Kasparov. Même, vous voyez, même les plus grands joueurs peuvent arriver à tricher, mais ça a été reconnu comme une triche. Et regardez, même aujourd'hui, on en parle. Donc ça veut dire quand même que quand ça arrive, c'est pas très bien vu. Hein, c'est pas très bien vu. Oui, surtout en plus si vous jouez face à une dame, alors il faut être encore plus galant, il faut être encore plus correct que encore que si vous jouez face à un homme, vous pouvez risquer de prendre une baffe, vous prenez vos risques. Mais les règles sont assez strictes, comme vous voyez. Juste encore toute petite différence d'ailleurs en ajoutant, dans les tournois vous pouvez aussi voir la pendule. Ne s'étonnez pas qu'est-ce que c'est, sur quoi on clique. C'est pas forcément dans l'éthique, mais on nous explique à la maison, souvent on a joué sans pendule. Oui. Et sinon, il existe aussi la pendule dans les tournois. Donc dans les tournois, même à la maison, si on veut jouer... Beaucoup de gens s'intéressent, qu'est-ce que c'est la pendule. Si on veut jouer aux échecs rapidement, parce que sinon ça peut durer des jours, évidemment, c'est pas le but. En général, on a une double pendule, et donc on peut en parler très rapidement. C'est simplement, donc on a par exemple 10 minutes par joueur pour jouer toute la partie. Donc c'est un capital temps, il y a une double pendule. Donc quand c'est à vous de jouer, c'est votre temps qui diminue. Vous avez votre propre pendule qui diminue. Quand vous avez joué, vous appuyez sur la pendule, votre pendule s'arrête, votre capital temps est préservé. Par contre, c'est le capital temps de l'adversaire qui diminue. Et si vous passez en dessous de 0, eh bien vous avez perdu la partie. Donc il faut absolument jouer rapidement de façon à ce que le temps ne soit pas un critère de fin de partie. Ce qui peut arriver, mais qui est dommage. Il vaut mieux terminer la partie sur l'échiquier. Voilà. Donc on a fait le tour vraiment de la présentation générale sur cette leçon du jeu d'échecs. Historique, on a vu donc l'échiquier avec le positionnement des pièces. Essayez de retenir les noms des pièces. Essayez de retenir les noms des pièces. Revoyez bien la vidéo avec les tours, les cavaliers, les fous, les pions, la dame et le roi, la position de l'échiquier, les colonnes, les rangées, les diagonales. Et on a à peu près tout vu. C'est bien d'apprendre l'historique aussi du jeu. Et puis l'éthique, très important. Tout ce que vous avez expliqué, Nino. Pour toucher une pièce, si vous touchez une pièce, vous devez la jouer. Si vous l'avez lâchée, c'est joué. Et les règles de serrer la main à l'adversaire au début, à la fin de la partie. Voilà, vous avez les bases pour rentrer dans le monde merveilleux du jeu d'échecs et aller plus avant dans la connaissance de ce jeu. Voilà, je crois que c'est fini pour cette première émission. Oui, on va passer pour le déplacement des pièces. On verra ça sur une autre émission que vous invitons à découvrir sur Diagonale TV, leçon spéciale débutant. Voilà. On vous remercie d'avoir suivi cette émission. Mémorisez tout cela avant de passer à la suite. Merci Nino, au revoir. Au revoir.